الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. D'introduction, invité sous vos applaudissements, Monsieur le Président, si Raphaël Abdelkader pour son mot introductif. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers amis, présidents et membres du bureau de la FANAREM, chers collègues, les présidents et vice-présidents des associations des retraités du Maroc, chers représentants de la direction développement capital humain, groupe Pôle communication de la Banque centrale populaire, chers amis et collègues retraités du groupe populaire. C'est pour moi et pour mes collègues membres du bureau de la RCPM un immense plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de la tenue de cette conférence qui s'inscrit dans le cadre de nos activités de 2025 sous le thème Intelligence artificielle et santé, une opportunité ou une menace également. Ainsi, nous avons l'honneur de recevoir le professeur Wajih Majouzi, chirurgien cardiovasculaire, docteur en droit et père de la première transplantation cardiaque au Maroc, qui a bien voulu partager avec nous ses connaissances et expériences avérées en animant la séance de ce jour. Votre présence en nombre témoigne non seulement l'intérêt que vous portez à ce thème, mais aussi à la confiance que vous accordez à notre engagement associatif. Nous vous en remercions sincèrement. En invitant aussi Mshtani Ouidriss, président de la FANAREM, puisque cette rencontre se fait en partenariat entre les deux. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu ala ashrafil mursalin. C'est une gageure pour moi de parler dans le cadre d'une conférence scientifique de haute pointure et aussi devant un auditoire aussi important, rassemblant entre qualité et richesse. Je commence par remercier monsieur le professeur qui a accepté, l'éminent professeur, il faut le dire, qui a accepté l'invitation. Je remercie aussi nos amis de l'ARCPM qui ont eu l'initiative d'organiser donc cette rencontre en collaboration avec la FANAREM, et je dois remercier aussi les présidents des associations, les membres des associations, membres de la Fédération des retraités. Ils sont venus nombreux, ils sont venus témoigner de leur intérêt à toutes les présentations que pourrait donc avoir la Fédération et aussi pour cette conférence fort importante. Permettez-moi de livrer deux sentiments. Un premier, un sentiment de fierté. Fierté d'appartenir à un ensemble de retraités qui ont rendu d'énormes services à la nation et à la société marocaine et qui continuent, dans le cadre d'associations, dans le domaine associatif et de la société civile, qui continuent à œuvrer
dans le sens de représenter les retraités, de les défendre et de les rendre heureux. Un deuxième sentiment, c'est celui de la satisfaction, au sens de la pyramide de Maslow, en nous situant au niveau des besoins très hauts. Satisfaction, bien entendu, de voir que parmi les grandes fixations stratégiques de la FANAREM se trouve la santé et le bien-être. Et on les retrouve présents dans la thématique d'aujourd'hui. Effectivement, il y a la santé et le bien-être. Donc, nous sommes contents de nos choix stratégiques. Nous avons défini 3 pôles, dont les 2 sont présents aujourd'hui. Aussi bien le premier sentiment que le deuxième sentiment dénotent un grand intérêt pour ce sentiment d'appartenance à une entité, à un ensemble de retraités qui militent vers le bien-être des retraités. Avec certains amis, nous avons débattu la question, le thème, l'IA et la santé, et nous avons formulé quelques questionnements. Je pense que monsieur le professeur, l'éminent professeur, pourrait peut-être, le cas échéant, répondre à quelques d'entre eux de ces questionnements. Le premier questionnement, c'est de voir et de dire, est-ce que, effectivement, l'IA, est-ce que c'est un paradigme incontournable ou bien c'est une évolution passagère, et auquel cas on pourrait se poser la question fondamentale, est-ce que ça va réduire les écarts entre les patients ou bien peut-être on va augmenter ces écarts entre les demandeurs de soins en santé. Deuxième question est liée à la nature de notre économie. Bien entendu, nous avons des pourcentages qui ne sont pas fameux en matière d'emploi. Est-ce que l'IA va apporter, disons, un frein au recrutement dans le domaine médical? Troisième questionnement relatif à la formation. Les responsables de la formation dans le domaine médical attestent, certifient et affirment et confirment qu'il y a un problème au niveau de la mise à jour des connaissances scientifiques de la part du corps médical. Est-ce que l'IA ne va pas poser une autre problématique encore en plus, d'autant plus que, bien sûr, le manque, c'est beaucoup plus pour les données classiques. Alors, avec l'IA qui est nouveau, ça va devenir encore très important. Et dernier questionnement, c'est est-ce qu'il y a des initiatives privées ou publiques qui ont été prises pour préparer donc l'arrivée de l'IA dans le domaine santé et donc préparer le terrain de l'éthique responsable. C'est une question qu'on se pose toujours, la relation entre donc un phénomène scientifique et la présence de l'éthique. Voilà les 4 questionnements. Je dois préciser une chose très importante, que l'intérêt porté à la santé s'inscrit parfaitement dans le cadre des orientations tracées par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et qui précise, comme vous le savez bien, la couverture médicale de presque 22 millions de Marocains donc, qui vont bénéficier de la couverture médicale. Encore une fois, je remercie tous les présents et je souhaite un bon succès et une grande réussite à la conférence. Merci bien.
Derrière chaque IA, peut-être qu'il y a une IN, une intelligence naturelle, celle de l'être humain, avec ses désirs, avec ses compétences, avec parfois ses malversations chez l'être humain. Donc moi, je remercie aujourd'hui, du fond du cœur, l'association des retraités du Crédit de la Banque Populaire de m'avoir offert l'occasion de venir être parmi vous. Alors, d'autant plus qu'elle me permet donc de réfléchir avec vous sur les relations avec la médecine. Alors, il est venu cet IA, on avait dit IA, nous envahir comme un tsunami. Les techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Je suis sûr, la définition ne vous satisfait pas pleinement. C'est pour ça que le philosophe Aurélien Duquier, il essaie de définir cette IA en disant qu'elle est difficile à définir parce que, ou dans la mesure, personnellement, je pense qu'on n'a pas intérêt à prendre au mot littéralement ces assertions-là. Je pense que c'est symbolique. Et je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est qu'ils sont inquiets pour une déshumanisation de l'homme. Et non pas pour la disparition de la race humaine, parce qu'il y a cette intelligence artificielle qui va tout remplacer. Alors, voyons ensemble, rentrons dans le vif du sujet, les applications de toutes ces expertises en IA en matière de médecine. C'est toute une liste, d'accord, commençant par chirurgie robotique, c'est-à-dire la modélisation du patient ou de l'organe. C'est-à-dire que l'équipe chirurgicale a la possibilité de voir l'organe, le site chirurgical sur lequel ils vont intervenir et de l'étudier à l'avance avant d'être sur in vivo, c'est-à-dire sur le vif lui-même. Il y a les applications d'objets connectés. Ces objets sont importants et aussi importants que multiples. Et il y a tout ce qui est vente, dispositifs collés à la peau. Il y a également même. C'est bien que le spécialiste ait un ophtalmoscope qui est branché plutôt sur son smartphone. Et lui, il vous donne avec pratiquement 80-90% les diagnostics et en cas de suspicion, la biopsie et l'examen. Mais c'est encore mieux que vous sachiez, vous, la règle des ABCDE. A comme asymétrie, B comme bord, C comme couleur, D comme diamètre et comme évolution. Et dès que vous voyez que la symétrie est en train de se faire, c'est plus rond, que les bords sont plus échancrés, que la couleur change, que le diamètre augmente et que ça évolue, vous devez vous-même savoir que vous êtes en danger. Il y a quelqu'un que vous connaissez bien pour ceux qui aiment beaucoup la musique, le roi du reggae. Qui le connaît? Bob Marley. Bob Marley. Je suis sûr que vous pensez qu'il est mort d'une overdose. C'est pas vrai. Il est mort d'un mélanome au niveau du gros orteil droit. Et comme il n'y croyait pas à la médecine moderne, il a laissé évoluer et on lui a proposé l'amputation de l'orteil. Et il a refusé, il est mort d'une métastase au cerveau. Vous voyez, l'histoire cachée de Bob Marley. Pourtant, il disposait de tous les médecins qu'il avait. Voilà un des méfaits de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas enlever ce potentiel que nous avons de connaissance des moyens de préserver notre bien-être. Autre exemple, nous, chirurgiens cardiaques, nous avons à faire parfois des pontages, ce que vous appelez des pontages orthocoronariens. Ces pontages nécessitent une coronarographie qui se fait dans une salle de cathétérisme, pas des cardiologues cathétériseurs. Avant, on était heureux, ils nous donnaient des pourcentages de rétrécissement. Parce qu'on sait qu'à partir de 60%, le rétrécissement est significatif. Avant, on peut attendre.
avec un traitement. Et bien là, ils mettent un algorithme et qui vous répond soit moins de 50%, on oublie, entre 50 et 70%, il faut intervenir, soit le cathétériseur stent, soit le chirurgien cardiaque. Au-delà de 70%, ça ne fait pas de doute, bien sûr que c'est très serré. Mais quand on nous dit significatif entre 50 et 70%, est-ce que vous pensez que c'est la même chose si c'est 51 ou 69? C'est pas la même chose pour la stratégie chirurgicale. C'est une perte du sens clinique. Alors qu'avant, le clinicien faisait, et il essayait par plusieurs incidences de vous dire exactement, pratiquement à quelques degrés près, eh bien, le degré de rétrécissement d'une artère. Alors il ne faut pas que nous assistions dans le sillage de Tchaïkovski avec la mort du signe à la mort du signe clinique, tel que nous l'ont enseigné, eh bien, nos maîtres orientaux et nos maîtres occidentaux. C'est ça le plus triste de l'histoire. Les autres risques, c'est l'IA et la manipulation. Eh bien, les bases de données peuvent être manipulées par vous, les banquiers, ou les assureurs. Vous pouvez attribuer des prêts ou des assurances en disant celui-là, c'est un bon client. Celui-là, on le là, en connaissant son statut sanitaire, avec des conséquences dramatiques pour attribuer des prêts ou des assurances. IA et illégalité. L'IA peut être source d'illégalité. Nous avons parlé de cet appareil qui diagnostique les mélanomes. Il a été élaboré par des Américains de couleur blanche. Quid, quand il s'agit d'une peau brune ou noire. C'est du racisme, c'est pas possible. Les programmes conçus pour augmenter l'efficacité et diminuer les coûts médicaux, c'est le souci de toutes les politiques de santé. Ça pourrait décourager les institutions à intervenir sur des patients qui sont les plus à risque. On va opérer moins, on va en faire moins, ça va faire entrer moins d'argent dans nos institutions. C'est pour ça qu'on se pose la question, est-ce que la terminologie IA n'est pas exagérée? Est-ce que c'est vraiment l'intelligence? C'est pour ça que le physicien, Gérard Dreyfus, a dit, l'intelligence, ce n'est pas le dispositif, l'algorithme. C'est le programmeur, c'est l'être humain. L'informaticienne, François Soulier-Fogelman, a dit, non, je ne fais pas de l'IA, je fais de la data science. Et le chercheur en intelligence et en vision artificielle, Yann Lequin, il a quantifié, qualifié l'IA en disant que l'IA actuelle ne vaut guère plus qu'un enfant de 2 ans ou d'un petit singe. C'est important donc de faire entrer l'éthique dans le monde de l'IA. C'est important et l'éthique doit travailler à adapter le droit fondamental du secret médical à ces évolutions. Alors il y a d'un côté les juristes qui sont pour une réglementation spécifique et les spécialistes qui veulent défendre leur beurre, bien sûr, et de même que tous les conseils de l'ordre des médecins veulent ce qu'on appelle un software, un soft law, c'est-à-dire une souplesse dans la gouvernance de cette IA. Il faut absolument intégrer l'éthique au cœur de l'IA pour qu'elle garde son aspect social et humain. L'éthique et le contrôle nécessaire au développement de l'IA. Pour presque conclure, l'IA, convenablement canalisée, possède sa sagesse propre. Elle peut guider notre pensée, nos choix, voire assurer notre survie, c'est vrai. Mais elle peut aussi nous égarer, et elle le fait parfois, selon Edgar Morin, philosophe et sociologue. Et pour lui, la question qui se pose est comment préserver à la communauté médicale son humanité. Bien sûr, il y a des grandes questions, comme celle que s'est posée notre président en mode introductif tout à l'heure. Le scénario catastrophe, dont on a un peu parlé, il est peu probable, trop probable,
peu probable qu'il se déroule devant les cieux, malgré les progrès d'un type d'IA qu'on appelle le deep learning, qui utilise le type de network learning, c'est-à-dire d'utilisation d'outils de type neuronal, qui imitent les neurones, les cellules du cerveau. Alors qu'elle s'approche de plus en plus du fonctionnement de ces neurones. Mais ça ne fait rien. Même si elle s'approche du fonctionnement, il lui manquera toujours les pièces au puzzle. Quelle est cette pièce manquante? C'est la neuroplasticité dont nous avons parlé. Et qui vous explique que parfois des gens ont un AVC, eh bien, ont un déficit, une paralysie, et qui récupèrent petit à petit. Alors que les cellules responsables de la motricité sont détruites. C'est parce que le cerveau du patient a emprunté d'autres voies qui n'étaient pas utilisées de cette manière. Donc, il nous reste à apprendre réellement ce qu'est l'intelligence humaine, la neuroplasticité, et cette neuroplasticité, c'est ce qui vous permet de lire cette phrase qui est la dernière diapositive de mon exposé. J'espère que personne n'aura de difficultés avec vous. Merci beaucoup, professeur. On applaudit le professeur.
Thank